Dernière vidéo pour parler de Louis XIV et terminer le programme de 5e. On avait déjà expliqué qu'il était devenu roi seulement 4 ans et des poussières, et il va donc attendre sa majorité, et plus exactement la mort de son ministre, le cardinal de Mazarin, pour régner par lui-même en 1661. Il va commencer par expliquer qu'il est détenteur de tous les pouvoirs, puisque Dieu l'a choisi, et qu'il ne fait que confier, éventuellement déléguer, daigner déléguer d'ailleurs, certains pouvoirs quand il a besoin d'aide. Mais c'est tout. Tout pouvoir vient de lui, et personne ne peut s'opposer à son pouvoir. C'est ce qu'on va appeler la monarchie absolue de droit divin. Louis XIV met en place une étiquette assez stricte pour bien montrer qui est le maître, et il va notamment accaparer les tenues chamarrées, dorées et colorées pour les nobles exclusivement. Les bourgeois, notamment certains conseillers ministres qu'il a anoblis et qui n'étaient pas nobles auparavant, sont tenus de s'habiller en noir, pour qu'on ne les confonde pas. Et comme on le voit sur cette image, le roi, lui, est au bout de la table, avec son grand manteau doré et rouge pour rappeler son symbole, le soleil. Les quelques nobles puissants qu'on peut observer, qui ont des tenues colorées, se tiennent debout et loin de la table, car le roi veut de toute façon les tenir à l'écart. Comme ça, tout le monde est à sa place. Par amour des arts et des sciences, mais aussi pour montrer sa domination sur tous les aspects du monde, voire même de l'univers, le roi fait créer l'Académie des sciences, qui à l'époque était l'Académie royale, et qui existe toujours. Il s'agit d'étudier l'astronomie, la cartographie, la géographie, comme on peut le constater sur l'image. Là aussi, seul le roi est assis. Facile à reconnaître, juste à côté de son ministre des Finances, Colbert. Il fait également construire l'énorme palais qu'on appelle le château de Versailles, à 20 km de Paris. D'abord, pour s'éloigner de la capitale qui s'était révoltée contre le pouvoir de Mazarin et de la reine-mère pendant son enfance, ce qui l'avait beaucoup traumatisé. Il se méfie donc des révoltes et des Parisiens, mais aussi, et sans doute avant tout, pour y enfermer les nobles en quelque sorte, dans une sorte de prison dorée, qui en plus met en avant son pouvoir et l'image de son règne, c'est-à-dire celle du roi Soleil. Comme on le voit, les avenues sont comme des rayons solaires qui proviennent du château et plus précisément de la chambre du roi, qui est centrale. Elle donne également sur le jardin, un jardin à la française parfaitement maîtrisé, avec des bassins, des espaces verts parfaitement taillés, qui montrent là aussi l'idée d'une nature maîtrisée par un roi tout-puissant. Tout le décor du château suit le même plan. Les grilles sont dorées, les médaillons de ces grilles représentent le portrait de Louis XIV sous forme solaire, irradiant sa puissance. La pièce maîtresse du palais est la Galerie des Glaces, 73 mètres de long, garnie de dorures, de sculptures, de lustres, de candélabres, c'est-à-dire les très grands chandeliers qu'on voit sur les côtés, et surtout, alors que toutes les fenêtres donnent sur la cour, elles sont symétriques à d'immenses miroirs, les fameuses glaces, qui reflètent ainsi toute la lumière et les dorures dans tous les sens. Le but étant littéralement d'épater la galerie. Par contre, la logique de la monarchie absolue de droit divin, c'est de n'avoir qu'une seule religion qui justifie que tous les sujets obéissent à un roi désigné par un dieu, et un dieu catholique. Il faut donc, dans l'idée de Louis XIV, interdire la pratique du protestantisme pour ces sujets. Il va donc détruire l'œuvre de son grand-père Henri IV et supprimer l'édit de Nantes. Si on s'en tient à des aspects politiquement positifs, dirons-nous, sur cette carte, on en a quelques éléments, mais il faut bien les distinguer. C'est notamment des conquêtes sous le règne de Louis XIV.
On les voit, elles sont en bleu foncé, essentiellement au nord, à l'est, et un tout petit peu au sud, mais le sud est un cas particulier parce qu'il a été conquis suite aux guerres de Richelieu et Louis XIII, terminées par des nobles au service du roi qui n'étaient encore qu'un enfant. On voit également que le royaume d'Espagne est désormais, vers la fin du règne de Louis XIV, dirigé par les Bourbons, c'est-à-dire sa famille. Si on regarde attentivement le drapeau actuel de l'Espagne, on remarque un blason, celui des rois. En y regardant de plus près, on remarque qu'au centre se trouvent des fleurs de lys. Ce sont des fleurs de lys qui ont été ajoutées quand Philippe V, petit-fils de Louis XIV et duc d'Anjou, est devenu roi d'Espagne. Et depuis ce temps-là, même s'il y a eu beaucoup de péripéties, c'est toujours des rois bourbons descendants de Louis XIV, des Capétiens donc, qui règnent sur l'Espagne. Il n'y en a plus en France, mais le roi Philippe VI est un descendant actuel de Louis XIV. C'est également sous le règne de Louis XIV que les Français vont s'implanter plus solidement en Amérique du Nord. Venant du fleuve Saint-Laurent, ils s'étaient déjà installés un petit peu au Canada actuel, en fondant notamment la ville de Québec, puis celle de Montréal. Et ils ont ensuite poursuivi le long des Grands Lacs pour aller, finalement, à travers le Missouri et le Mississippi, jusqu'au sud, dans une partie du territoire qu'ils vont coloniser au nom du roi, en le nommant en son honneur la Louisiane. C'est aussi à cette époque que des marins et colons français vont s'installer aux Antilles au détriment souvent des Espagnols, mais également dans l'océan Indien, dans l'île Bourbon, c'est-à-dire future île de la Réunion, et même jusqu'en Inde, mais temporairement seulement. Nous voici donc avec quelques éléments qu'on peut qualifier de positifs, au moins du point de vue du pouvoir royal. Malheureusement, il y a aussi beaucoup de négatifs. À nouveau sur cette carte, en encadré, les problèmes. Les énormes impôts nécessaires pour toutes ces guerres de conquête vont plonger beaucoup de paysans dans la misère et dans la détresse au point qu'ils n'avaient plus qu'une chose à faire, la révolte. Ces révoltes se finissaient généralement mal, puisque beaucoup de paysans étaient massacrés par les armées du roi quand il arrivait à les envoyer à temps. Les meneurs étaient systématiquement exécutés, et il y avait souvent des idées de pardon, mais ça n'empêchait pas d'avoir eu beaucoup de morts précédemment. Le fait d'avoir supprimé l'édit de Nantes provoque la fuite des protestants, mais aussi leur résistance dans certains endroits, notamment ce qu'on appelle les Cévennes, sud-est de la France, dans la Lozère, le Gard ou l'Ardèche. Parce qu'effectivement, les protestants sont poussés à la conversion. On leur envoie des soldats qui vivent chez eux et les maltraitent, et les forcent à signer des conversions qui n'ont pas de sens puisqu'elles ne sont pas voulues. Il est donc plus simple de fuir. Les protestants qui ont le plus de moyens pour le faire, qui sont donc les plus intéressants économiquement pour le royaume de France, vont partir chez les ennemis du roi de France. C'était donc une très mauvaise idée, notamment au Royaume-Uni, aux Provinces-Unies, c'est-à-dire les Pays-Bas, ou encore en Allemagne. Et c'est ainsi que certains vont finir même par aller jusqu'en Afrique du Sud. D'où cette ville, la ville de Franschhoek, c'est-à-dire le coin des Français, fondée par des protestants qui avaient été envoyés là depuis les Pays-Bas à la demande d'un gouverneur hollandais du Cap, en Afrique du Sud actuellement, qui avait besoin de vignerons. Et voici comment beaucoup de colons, descendants de colons d'Afrique du Sud portent des noms français ou des prénoms français, comme François ou De Villiers ou encore Duplessis. C'est très fréquent là-bas. Comme on l'a déjà dit, pour les paysans, 90% de la population, les temps étaient d'autant plus durs que quand la guerre se passait mal, non seulement il fallait continuer à payer des impôts, mais les conditions de vie étaient sévèrement impactées par les armées qui pouvaient tout à fait envahir certaines parties du territoire, ce qui est arrivé à plusieurs reprises. Des armées qui dévastent tout, des armées qui détruisent les récoltes, et qui mettent donc la population en état de famine.
Alors que le royaume de France a fait 20 millions d'habitants au maximum pendant le règne de Louis XIV, à la fin de son règne, on n'est plus qu'à 18 millions suite à une succession de guerres désastreuses, mais aussi de famines et de mauvaises récoltes. Quant aux colonies, surtout celles des Antilles, elles s'accompagnent du commerce triangulaire. Comme vous le voyez avec le triangle, c'est entre l'Europe, l'Afrique et les Caraïbes ou l'Amérique du Nord. Vous allez comprendre un peu mieux, c'est un sujet de quatrième que je vais quand même commencer à aborder. Cette illustration du code noir fondé par Colbert, sous le règne de Louis XIV donc, explique un peu mieux de quel commerce il s'agit. C'est en fait l'esclavage moderne. On achète des esclaves prisonniers de guerre en Afrique pour les emmener aux Antilles travailler dans les champs de canne à sucre ou de tabac. Tout simplement pour remplacer les Amérindiens qui avaient été déjà massacrés, et surtout décimés par les maladies. Les Africains, eux, résistent plus ou moins comme les Européens aux maladies. Ils vont donc pouvoir survivre, même si leurs conditions de vie sont atroces, car le code prévoit des peines absolument effroyables, notamment le port de la muselière, en cas d'esclave récalcitrant. Dans le cas d'un esclave qui aurait tenté de s'enfuir et qu'on aurait rattrapé, on faisait plus simple, on lui coupait un pied, et ainsi de suite. Le pire, c'est que c'est de cet esclavage moderne qu'est né le racisme moderne. Jusque-là, même si toute personne d'un pays avait tendance à considérer que ceux des autres pays étaient étranges ou bizarres, il n'y avait pas à proprement parler un racisme institutionnel ou vraiment clairement défini dans des livres. Mais à partir de l'esclavage moderne, des gens qui avaient intérêt à ce que ça continue sont trouvés ennuyés de ne pas avoir de vraie justification et ont donc créé des explications totalement fantaisistes pour dire que les Africains, les Noirs comme on dira, ou nègres comme on disait à l'époque, ce qui est un terme évidemment aujourd'hui très péjoratif, n'étaient pas tout à fait comme les autres hommes et pouvaient donc être traités d'une façon différente, c'est-à-dire comme des animaux. Aucun fondement scientifique valable ne permet cela, mais c'est pourtant de là qu'est né l'esclavage et qu'est né le racisme actuel. Raison de plus pour le combattre, encore et toujours. Voilà donc pour les aspects négatifs du règne de Louis XIV. Comme vous l'aurez remarqué, j'espère, on dirait que le tableau est équilibré, mais en fait, le négatif est bien plus important. Car même les éléments censément positifs n'ont pas apporté grand-chose au peuple lui-même, et encore moins aux déportés devenus esclaves. Tout cela permet de mieux comprendre pourquoi le règne de Louis XIV est loin d'être aussi glorieux qu'on a voulu le dire, et qu'à l'époque de la Révolution française, 70 ans plus tard, beaucoup de gens ne pensaient pas le plus grand bien du roi Louis XIV et surtout de ses descendants.